Lorsqu'on a préparé cette table ronde, lorsqu'on l'a évoqué, c'est vrai que quand on parle de cybersécurité, c'est pas toujours l'optimisme ou qui est mis en avant. C'est ça, on voit plutôt les mauvais côtés de la cybersécurité. Ce qu'on va essayer de faire, nous, c'est plutôt d'essayer de voir les bons côtés, le côté se prémunir, ce qu'on peut faire et ce qu'on peut proposer en tant qu'opérateur de service euh, pour, euh, pour bien répondre aux utilisateurs. Alors, pour cette table ronde, on l'a construite sur 2 retours d'expérience importants, avec 5 acteurs qui vont se présenter un petit peu. On a 1 heure pour en parler. On a Eric Oboer, qui est directeur général de Storm Shield. On a Philippe Cadon, notre premier retour d'expérience, qui est directeur d'exploitation pour Louvre Hôtel Group. On a Tiffaine Leduc, qui vient de Bretagne, spécialement pour nous, qui est manager de la filière cybersécurité à Bretagne Développement Innovation, qui va nous expliquer un petit peu ce qu'elle fait au jour le jour dans la région Bretagne, mais qui se réplique de façon similaire, on va dire, parce que c'est pas tout à fait identique dans d'autres régions. On a Lauric Tangre, qui est DSI de la ville de Chili-Mazarin. DSI, et c'est vrai qu'on a bien compris qu'aujourd'hui, tout était informatique, cybersécurité, mais aujourd'hui, on est dans un monde où sans informatique, rien ne fonctionne. Et puis, on a Eric Erlin, qui est directeur commercial et marketing de Euromédia. On a 2 Eric, donc voilà, il faudra jongler un petit peu entre les deux. Eric, est-ce que je peux te demander d'être le premier des 2 Eric? Ah oui, on a 3 micros pour 5, il va falloir donc les partager. On va jongler. On va jongler avec les micros. Est-ce que je peux te demander de commencer par te présenter un petit peu et de nous présenter Storm Shield? Oui, alors très rapidement, Eric Oboer, donc j'ai une longue carrière maintenant dans la cybersécurité. J'ai fait ma première erreur de carrière en 98 au moment où on déployait fortement des réseaux IP en introduisant sur le marché français les premières solutions de cybersécurité israéliennes, je ne citerai pas le nom. Et à cette époque-là, je ne pensais pas qu'il pouvait y avoir des problématiques de souveraineté ou d'autonomie numérique derrière. La deuxième erreur, et là vous allez me huer, j'ai fait la même chose quelques années plus tard avec la téléphonie sur IP. En introduisant un grand acteur majeur américain sur le marché français avec un énorme succès. J'ai essayé de me rattraper et à diverger et j'ai rejoint à l'époque la FICOM, qui était l'ancêtre du CDRT. Donc j'étais un des vôtres. Ouais, enfin, ça a beaucoup évolué. En prenant la direction générale d'une entreprise qui s'appelait ETDE Réseau et Com, que j'ai transformé en un intégrateur IP à l'époque qui justement dépassait le spectre pur de la téléphonie. Et je suis revenu après à mes premières amours en essayant de me rattraper là très fortement chez un éditeur donc, qui s'appelle Stormshield, qui était, même si son nom ne l'indique pas, est un éditeur français de cybersécurité qui fournit des solutions de protection réseau à destination non pas uniquement des opérateurs d'importance vitale, comme on pourrait le croire, ou des opérateurs de services essentiels, mais aussi à toutes les entreprises qui pensent qu'elles ont une partie de leur système ou de leurs données qui sont critiques. Et donc ça va de la petite PME. Donc on fournit le même niveau de sécurité, le même niveau de service à la petite PME de 0 à 10 personnes jusqu'à des services extrêmement essentiels ou durcis pour les militaires, voire même maintenant depuis peu pour la gendarmerie nationale dans la sécurisation des hélicoptères qui vont être déployés à partir de 2024 où la communication entre l'hélicoptère et la Terre est sécurisée avec du Storm Shield. Voilà, j'ai essayé de faire court. Pour bien situer les choses, Storm Shield, c'est combien de personnes aujourd'hui? Aujourd'hui, Storm Shield, c'est 420 personnes en France. On recherche beaucoup de personnes encore, surtout en R&D. On a un manque cruel de ressources en développement qui nous permettrait d'accélérer encore sur nos roadmaps qui sont énormes. C'est quoi le profil des gens que tu cherches? Oh, des développeurs, hein, essentiellement, développeurs classiques, hein, pas forcément de connaissances cybersécurité, mais vraiment des développeurs, des gens qui connaissent et qui savent, comme on dit, pisser du code. Voilà. Ok. Philippe, est-ce que je peux te demander de te présenter un petit peu? Oui, alors je suis Philippe Cadon, je suis directeur d'exploitation pour le compte de Louvre-Hôtel. Alors Louvre-Hôtel, vous connaissez peut-être pas ce nom, peu connu du B2C. On est plus connu sur les marques Campanile, Première Classe, Kyriad, Golden Tulip.
Ça représente 1700 hôtels, 150 000 chambres, 60 pays. Donc c'est une belle structure. On appartient à un groupe chinois qui s'appelle Jingjiang, qui est le numéro 2 mondial. En France, on connaît peut-être un peu plus Accor. Ils sont numéro 6 mondial, pour vous donner un ordre d'idée. Le premier étant un Américain, Marriott. Je croyais qu'Accor était numéro 5. Accor est devenu numéro 6. Je te donnerai mes sources. D'accord, ok. Voilà, et au sein de la direction informatique chez Louvretel, j'ai en charge la partie support, la partie réseau, la partie infra et cybersécurité qui m'amène ce soir. Ça représente combien de marques au total, Louvretel ? Alors Louvretel, si on compte plutôt les marques européennes, on est à 8 marques, et si on inclut les marques chinoises et indiennes, on est à 10 marques. Et ça existe depuis combien de temps et ça a été racheté ? C'est pas originellement chinois. Alors, c'est pas originellement chinois, bonne question. On est, alors beaucoup dans la salle vont connaître, on est né par le groupe Tétinger. Tétinger, vous le connaissez peut-être par le champagne. Le champagne, les fonderies Baccarat, tout ce qui était verrerie de luxe, et puis le groupe Concorde. Concorde, les Parisiens vont connaître le Crillon, le Saint-Lazare, l'Hôtel du Louvre. Donc tout ça, c'était un gros consortium racheté par les Américains en 2005, le groupe Starwood Capital. Et puis les Américains, donc il y a eu la crise des subprimes. En gros, ils nous avaient acheté pour nous revendre, on dit ça par appartement. Ils ne nous ont pas vendus aussitôt, ils ont subi la crise et on a été vendu au groupe chinois Jingjiang en 2015. Ce qui est très intéressant, c'est qu'on va avoir un retour d'expérience donc assez mondialisé, puisqu'on le comprend bien, la cybercriminalité, les cybermenaces d'un côté sont mondiales, et vous avez une approche mondiale, donc vous êtes obligé d'avoir des réponses assez mondialisées. Exactement, avec un masque sur la Chine. Dans notre métier, on fait tout, sauf la Chine, puisque la Chine est vraiment à part. Par contre, ils nous regardent très près sur les... Alors, ils nous laissent faire. Curieusement, ils nous laissent faire. Lorsqu'on était américain, il y avait un petit peu le protectionnisme américain. Je ne sais pas si on a le droit de le citer dans la salle, mais quand on a un COMEX américain et qu'on choisit une borne non américaine, ils nous disent va plutôt chercher sur du Ruckus, du Cisco, etc. Et à la fin, tu achètes du Ruckus ou du Cisco puisque tu n'as pas le choix. Côté chinois, c'est fais ton benchmark de tout ce que tu peux avoir sur le marché. Prends ce que tu veux. Mais par contre, tu nous dis pourquoi tu n'as pas reconnu Huawei. Pourquoi tu n'as pas retenu du chinois. Et on peut être à peu près sûr que 2 ans après, le produit est commercialement intéressant et techniquement très très intéressant. Tiffaine, est-ce que je peux te demander de te présenter un petit peu et de nous dire quel est ton rôle au sein de la région Bretagne ? Donc effectivement, moi je représente la région Bretagne. Alors c'est un peu original, mais vous avez vu avec les présentations précédentes, la cybersécurité c'est un enjeu international. Il y a des grands acteurs mondiaux et il y a la mise en place d'une dynamique européenne sur le sujet. On a beaucoup parlé de souveraineté et la France compte jouer en Ligue 1 de la cyber et la Bretagne a envie de prendre sa part dans cette dynamique de la cybersécurité. Donc en fait, mon rôle, il est de fédérer les entreprises cyber qui sont sur le territoire de la Bretagne. Il se trouve qu'historiquement, on a beaucoup d'entreprises et beaucoup de compétences en cybersécurité parce qu'on a un gros pôle du ministère des Armées. On a à peu près tous les services du ministère des Armées qui sont concernés par la cybersécurité. Donc ça fait pas mal de monde. On a aussi tous les grands laboratoires qui sont présents sur le territoire. Et donc, notre rôle au sein de la région, c'est de transformer justement toutes ces compétences en développement économique pour la région. Donc avoir des entreprises qui se développent et puis qui répondent aux enjeux de cybersécurité qui ont été extrêmement bien présentés par Michel Vandenberg. Cette asymétrie que l'on a entre les attaques cyber et puis la capacité qu'on a à se protéger et à anticiper, essayer de travailler beaucoup la prévention. Donc notre travail, c'est vraiment d'identifier les trous dans la raquette, d'accompagner le développement des pure players de la cyber à développer des solutions et des services. Et puis l'échelon de la région est un échelon intéressant en cybersécurité parce que on est un peu cette courroie de transmission entre ce qui a été présenté par Jérôme, par exemple, avec des enjeux vraiment nationaux, une agence nationale, une vision étatique de la cyber, c'est un sujet régalien, et puis une déclinaison sur les territoires, l'idée étant d'être en proximité. Donc c'est tout le travail que l'on fait en région, mais il y a beaucoup d'autres régions qui se positionnent également, et on est toutes
rentre dans la dynamique du campus cyber. Donc ce campus national qui nous accueille ce soir, en fait, a des déclinaisons régionales. Donc moi, je pilote l'installation et le développement de ce campus sur la région Bretagne, et j'ai des homologues dans toutes les autres régions. Mais on a la chance que, historiquement, la Bretagne soit déjà bien dotée. Mais tu me disais que chaque région, puisque ce sont des décisions très politiques en Oui. même temps, chaque région peut avoir des différences pour le choix des filières à implanter ou Exactement. des filières à... En fait, là, c'est vraiment un choix politique. La région Bretagne a choisi de s'emparer de la cybersécurité comme une opportunité, de répondre à des enjeux et puis de travailler cette cyber-citoyenne, puisque finalement, on est tous salariés en entreprise, mais on est tous aussi des citoyens, donc en général tous connectés. Donc il y a des vrais sujets de cybersécurité. Le choix de la Bretagne est celui-là. Il y a d'autres régions qui s'emparent de ce développement économique de la filière cybersécurité, et donc chacun a sa façon de traiter ces enjeux. En particulier en ce moment, peut-être vous voyez la mise en place du campus dans les Hauts-de-France, à Lille, la mise en place du campus en Nouvelle-Aquitaine également, et donc la Bretagne fait partie également des acteurs qui sont dans le premier lot des campus cyber territoriaux. Donc oui, il y a une vision politique. L'idée, c'est aussi d'être opérationnel et pas de rester sur une ambition politique, mais bien une transformation pour déployer des services et des solutions à destination de toutes les entités, les filières économiques qui sont concernées par la cybersécurité, plutôt qui sont impactées par les incidents de cybersécurité. Impactées, on ne leur souhaite pas, mais concernés. Lauric, est-ce que je peux te demander de te présenter un peu? On a 2 autres micros, si vous voulez les partager ou en prendre d'autres pour éviter... Bonjour, donc Lauric Tang, je suis DSI de la ville de Chilly-Mazarin. Donc la ville de Chilly-Mazarin, c'est environ 20 000 habitants et plus ou moins 500 agents. Donc c'est aller à la limite de la PME. Et moi, je viens du monde, je suis DSI en collectivité depuis un petit peu plus de 10 ans. Je viens du monde de la technique et du réseau, et sur 500 agents, je suis à peu près le seul qui comprend de quoi on parle. Donc je viens ici pour présenter justement le client final et expliquer derrière ce qu'on ressent, et du coup vous parlez aussi de la solitude et du besoin d'accompagnement qu'il y a, puisqu'il y a un vrai enjeu de modernité. Les collectivités sont très très en retard et ont pris le train en marche, donc rattrapent forcément leur retard à marche forcée, mais avec une solitude terrible. Est-ce que tu penses que les collectivités sont différentes des autres entreprises, donc liées peut-être à ce phénomène de retard, liées à d'autres problématiques? Est-ce que tu les vois vraiment comme des entités à part des sociétés privées? Alors, la comparaison avec une PME, elle est sur la taille, elle est sur le type d'infrastructure qu'on va pouvoir déployer, des choses comme ça. Après, on a des modes de financement, évidemment, qui sont différents, des modes de choix qui sont différents. Une collectivité par rapport à une entreprise qui pourrait avoir 1 ou 2 ou 3 cœurs de métier, on représente quasiment, surtout pour les villes par rapport aux départements ou aux régions, on a quasiment 25 cœurs de métier différents. C'est-à-dire que on a du sport, on a de la piscine, on a l'activité culturelle, il y a les écoles, il y a l'état civil. L'état civil, c'est une des premières données qui sont à valoriser pour un pirate. C'est-à-dire que si je vole une collectivité, même une toute petite, je ne fais pas des fausses cartes d'identité, en fait, je fais des vraies, avec un vrai acte de naissance. Donc on est assis sur une ressource de données énorme. Ok, on va en parler avec le retour d'expérience. Eric, donc le deuxième Eric, est-ce que je peux te demander de te présenter un petit peu et de nous... Si, c'est bon, ça doit marcher. Maintenant, c'est bien. Ah, c'est bon. Oui. Donc, bonjour à tous et à toutes. Donc, Eric Erna, je suis le directeur commercial et marketing d'Euromédia. Euromédia est un intégrateur donc de réseaux sécurisés. On intervient sur 3 domaines d'activité. Le premier est la cybersécurité. On va vraiment sécuriser l'ensemble du système d'information de nos clients, du poste de travail jusqu'à la partie firewalling. On est partenaire historique de Storm Shield. On travaille depuis le début, du temps de Netask, Harkoon, donc on connaît très très bien Storm Shield, on est Platinum, donc on a une ingénierie assise sur le sujet.
On a un deuxième pôle d'expertise qui est donc toute la partie infrastructure. On va sécuriser la partie réseau, la partie serveur, stockage, tout ce qui touche le data center. Et enfin, le troisième sujet qui est la sécurisation et le déploiement de solutions audiovisuelles. Donc là, on va parler intégration de salles, visioconférence, on va parler affichage dynamique, qui est aussi un point potentiel d'attaque de nos clients, hein, puisqu'on a vu des clients monter des salles de comité de direction et se faire attaquer à travers la salle de visioconférence. Hein. On ne pense pas forcément à ce type d'outil, mais clairement, on a dû intervenir en mode curatif sur des cas de figure de ce type. Romedia, ça existe depuis combien de temps? Ça représente combien de personnes? Qui sont vos clients? Romedia, donc c'est un customer set de 55% de comptes privés. On va travailler avec des groupes comme Thales, on va travailler avec la Banque mondiale, avec Safran, avec Total, avec beaucoup d'ETI aussi. On va travailler avec des collectivités, donc avec l'ORIC. Merci d'être venu. Donc la mairie de Chilly-Mazarin, on travaille avec les mairies de Versailles, on travaille avec beaucoup d'entités, c'est à peu près 400 clients actifs. On est une PME-PMI, donc on est à peu près une trentaine de personnes, avec un tiers de nos effectifs donc en ingénieurs, un tiers de commerciaux et ensuite c'est le back-office. Alors comment est-ce que vous êtes arrivé vers la cybersécurité? Parce que c'est un marché assez récent quand même. C'est assez récent. En fait, on était historique sur la partie réseau. Hein. Là, il y a une notion de convergence. Hein. On parlait d'opérateurs de téléphonie. La convergence touche. Finalement, il y a un carrefour qui est en train de se créer entre la téléphonie, la visioconférence, le réseau. Hein, nous sécuriser la partie réseau. Très vite, on est venu à avoir des conversations avec la partie direction informatique, de pouvoir les accompagner en one-stop shopping, hein, c'est-à-dire d'avoir un partenaire qui est capable vraiment de les accompagner de bout en bout. Il est logique de pouvoir parler infrastructure, PRA, PCA, et très vite d'arriver à ces notions de sécurisation des réseaux. Et beaucoup de clients qui travaillent avec nous sur la partie réseau sont maintenant nos clients côté cybersécurité. Eric, pour entrer un peu dans le vif du sujet, est-ce que je peux te poser une question un peu générale? De ton point de vue, c'est quoi la cybersécurité aujourd'hui? Vous avez 3 heures là? Dites-moi. Je vais essayer de faire simple. La cybersécurité, on peut la voir facilement comme l'ensemble des solutions qui vont permettre de protéger des vulnérabilités qu'il peut y avoir dans un système d'information, des vulnérabilités ou des failles. Donc ça, c'est presque la bonne nouvelle. Après, j'ai une première mauvaise nouvelle pour vous, c'est que ça peut être vu aussi aujourd'hui par les attaquants comme le principal point d'entrée, ou ce qu'on appelle un SPOF, le Single Point of Failure. C'est aussi un des points d'entrée des attaquants. Et donc, là-dessus, il faut bien choisir les solutions que vous mettez en œuvre. Alors là, bien sûr, je vais prêcher pour ma paroisse. Hein. Il y a les vulnérabilités et les failles de développement des éditeurs, et puis il y a celles qui sont un peu voulues, hein, ce qu'on appelle dans le langage des backdoors, donc des portes d'entrée qui existent, que personne ne connaît, sauf peut-être l'éditeur ou peut-être l'État qui, lui, connaît ce genre de solution. Donc, le choix, on parlait beaucoup de souveraineté numérique. Moi, je ne vais pas aller jusque-là parce que ce ne sera jamais le cas en Europe. Je pense que, je sais pas si je suis corse hein, d'origine, donc les sujets d'autonomie ou de souveraineté, je les connais bien. Je ne sais pas s'il y a d'autres Corses dans la salle, même si mon nom est Auboer, je suis corse. Et donc, je parlerai plutôt d'autonomie. Je pense qu'il faut faire attention à choisir les bonnes solutions. Et vous pouvez intégrer des solutions tierces, qu'elles viennent de Chine, des États-Unis, d'Israël ou autres, mais c'est de pouvoir au moins, à un moment donné, mettre en place des notions de double barrière technologique qui vous permettent d'assurer ou de ne mettre à disposition de ces entités-là que des choses que vous maîtrisez. Donc ça, c'était presque le deuxième sujet que je voulais aborder. Et le troisième, c'est que dans la cybersécurité, aujourd'hui, et ça devrait vous rassurer, c'est que vous entendez beaucoup de buzzwords marketing
qui cherchent à vous complexifier le sujet, pour vous dire on a absolument besoin, vous avez absolument besoin de nous en tant qu'éditeur et autres pour vous aider chez les clients. On va vous parler de ZTNA, de SD-WAN, de EDR, XDR, j'en passe et des meilleurs, tout un tas d'acronymes qui finalement cherchent à complexifier ou à vous vendre une architecture qui est certes complexe, mais dont vous savez les mettre en œuvre à travers le concept particulier d'un éditeur ou d'une solution particulière. Donc voilà, c'était à peu près les trois points que je voulais évoquer en introduction sur ces sujets-là. Merci. Eric, est-ce que je peux te demander de rebondir? Quand on parle de cybersécurité, on a l'impression que c'est à la fois une course de vitesse pour répondre en un temps record lorsque surgit une menace, et on a l'impression aussi que parfois c'est de l'anticipation, parce que si on parle de ransomware, généralement quand un ransomware est arrivé, c'est qu'il est présent depuis plusieurs semaines, plusieurs mois, des fois quelques années sur les systèmes informatiques. Donc on est à la fois, on a l'impression dans la cybersécurité très spontanément qu'il faut aller d'un côté très vite et en même temps passer beaucoup de temps à étudier l'existant, à voir s'il n'y a pas déjà quelque chose. C'est clairement en fait un ensemble de gestes préventifs et curatifs. On parle souvent de 4 piliers autour de la cybersécurité, de la prévention, de la détection, de la réaction et de la récupération. Donc il y a vraiment une notion qui va combiner à la fois la capacité au partenaire d'accompagner son client en termes d'évangélisation, de capacité à accompagner l'utilisateur, puisqu'on l'évoquait avec Michel, avec les différents intervenants, avec toutes les datas. L'utilisateur est le maillon le plus attaqué. On parlait de spear phishing, de ransomware. En effet, on se rend compte qu'on peut mettre un coffre-fort en place, mais si le hacker est déjà dans le coffre-fort, finalement, on pourra mettre en place la plus grosse sécurité périmétrique. Elle ne sera pas efficace face à quelqu'un qui est déjà dans la place. Donc il y a vraiment une notion de prévention, de capacité à mettre en place des choses qui sont simples, des guides. Quand on fait de l'onboarding, on recrute quelqu'un, tout de suite on lui offre un guide sur la cybersécurité, cette capacité à avoir les bons gestes, à ne pas cliquer sur un lien, sur un mail, sur un site qui peut apparaître comme suspicieux. La notion, en effet, de prévention est importante. La notion aussi d'être capable de mettre en place ces outils qui vont superviser. On parle beaucoup de SOC, on parle beaucoup de systèmes d'information qui vont permettre au DSI de piloter, d'avoir une vision la plus précise en fait de son infrastructure. Ça, c'est un point important dans cette capacité d'anticipation. Et bien entendu, quand la partie préventive et que le hacker est déjà en place, on arrive sur les deux autres piliers, que sont la partie récupération, réaction, donc comment réagir vite. Nous, on a vu j'ai vu mon directeur technique un dimanche appeler pour arriver à sécuriser un grand hôpital parisien, parce que là, c'était trop tard. Donc, il fallait vraiment qu'on intervienne très, très rapidement. Alors, on a la souplesse d'une PME, donc c'est l'avantage, c'est que derrière, on est très proche de nos clients. Donc, on a cette capacité à intervenir très vite. Le directeur technique a enfilé son jean et est parti directement pour aider et accompagner en termes de réaction et de sauvegarder, d'avoir le moins de pertes possible le grand hôpital parisien que je ne citerai pas. Et enfin, la récupération, on parle beaucoup de sauvegarde, on parle beaucoup de stockage. Cette partie-là est aussi quelque chose qu'il ne faut pas négliger. Récupérer les données, pouvoir vraiment mettre en place des notions de sites distants, parce qu'on a beau avoir une sauvegarde, si le site tombe et qu'on n'a pas la sauvegarde qui va bien en face sur un autre site distant, on pourra mettre n'importe quel type de sauvegarde, en effet, ça ne sera pas efficace. Donc il y a vraiment ces 4 piliers qui sont importants. Donc en effet, il y a une notion vraiment de rapidité lorsque on doit réagir, mais une notion de prévention. Donc il faut aussi prendre son temps dans l'éducation de l'utilisateur. Tiffaine, la mise en place des systèmes de cybersécurité, ce ne sont pas que des solutions.
Oui, effectivement, il y a plusieurs degrés de temporalité. La gestion de crise, bien sûr, ça c'est important. Une fois qu'il y a cette attaque cyber, il faut avoir en tête que dans certains secteurs d'activité, détecter qu'on est victime d'une attaque, ça peut prendre plus de 200 jours. Donc ça montre bien qu'il y a vraiment un délai extrêmement long. Enfin, c'est ce qu'évoquait Michel Vandenberg, hein, sur l'enjeu de l'espionnage, par exemple. On peut mettre beaucoup de temps à le réaliser. Il y a également des fondamentaux dans la démarche cyber. Il y a un tronc commun, donc la gestion de crise, parce qu'il faut pouvoir réagir, et puis il y a ce qu'on appelle l'analyse de risque pour identifier un petit peu là où on peut cartographier les vulnérabilités et les portes d'entrée. On a tendance à imaginer que, évidemment, on met des solutions en place et donc on est protégé. Mais en fait, la cybersécurité, c'est un panel de différentes mesures et il n'y en a pas une plus que l'autre. Elles doivent être menées conjointement. Il y a des enjeux organisationnels et on dit souvent l'humain, c'est le maillon faible, mais c'est aussi le maillon fort parce qu'un humain bien sensibilisé, il va avoir les bons réflexes et il va pouvoir accompagner la restauration ou prévenir les signaux faibles et contribuer lui-même à renforcer la démarche et la culture de cybersécurité. Donc en fait, en cyber, c'est souvent plus compliqué que juste blanc et noir. Il y a vraiment ces enjeux organisationnel, humain, le juridique aussi, parce qu'il y a des domaines où on est contraint, hein, il y a des lois qui obligent à mettre en place une démarche de cybersécurité. Il faut savoir qu'en ce moment, il y a une directive qui va voir le jour, enfin qui va être transposée en France en septembre et qui va concerner pas mal d'opérateurs sur le territoire qui auront des obligations de monter en compétences en cybersécurité. Donc il y a un accompagnement vraiment à ce qu'il y ait une prise en compte de la cyber à tous les échelons et la réponse, elle est aussi par la formation, par la sensibilisation, et on l'a vu tout à l'heure, il y a des guides qui sont très bien faits, qui permettent aussi de rassurer, parce que souvent la cyber, au-delà de la définition technique, c'est vu comme un truc super pénible qui m'empêche de bosser, quoi. À peu près, pour beaucoup de gens, c'est ça. Et en fait, une bonne cybersécurité, justement, elle doit être, on doit être en capacité de, quelque part, ne pas tellement la subir. C'est souvent ce qui arrive dans les hôpitaux, c'est-à-dire qu'un médecin, par exemple, c'est quelqu'un qui est très compliqué à éduquer à la cybersécurité parce qu'il ne veut pas de contraintes d'authentification quand il veut accéder au système d'information. Donc, il peut prendre un autre badge, il peut contourner les systèmes d'authentification et puis accéder au système. Et on a des populations qui sont plus compliquées. Donc, il faut essayer de faire en sorte que la cyber, ça soit aussi accessible et pas vu comme à chaque fois des étapes à remplir qui sont contraignantes et qu'on essaye de contourner parce qu'on est humain et qu'en général, plus c'est contraignant, plus on essaye de s'en affranchir. Donc il y a un travail à faire là-dessus, mais l'humain, pour le coup, et une bonne sensibilisation, ça contribue énormément à un déploiement et à un renforcement des solutions techniques qui sont mises en place. En même temps, la responsabilité des chefs d'entreprise peut être engagée en cas de problématique ou de vol de données, et ça peut aussi être un argument de vente pour les opérateurs de services, pour aller leur vendre de la cybersécurité. Oui, alors maintenant, je pense qu'il n'y a plus trop à convaincre sur le fait qu'on est tous concernés. Enfin, je pense que ce que Michel Vandenberg a montré est assez éloquent. Hein. Avant, on entendait les gens dire « oui, mais moi, je suis une TPE, je ne suis pas un acteur étatique, je ne suis pas une banque, je ne suis pas concerné ». En fait, le phénomène de ce qu'on appelle la supply chain fait que quand on est une TPE, une PME prestataire d'un grand groupe industriel, on devient une cible parce qu'on devient une porte d'entrée. Souvent, les grands groupes, ils sont plutôt éduqués, ils ont une DSI, comme on le disait, ils ont des équipes formées. Le problème, c'est la PME et il faut investir et c'est compliqué. Hein. Il y a des budgets encore souvent assez limités en cybersécurité. Je crois que pour un DSI, mais ça m'intéressera, le chiffre qui circule au Césin, c'est d'avoir à peu près entre 5 et 8% du budget de la DSI qui est consacré à la cyber. Donc on voit bien qu'on est sur des chiffres. La dernière étude de l'ENISA qui est parue, je crois, la semaine dernière, disait malheureusement que les PME, PMI en Europe avaient consacré 7,7% de leur budget l'année dernière à la cybersécurité, et c'est tombé en 2021, et c'est tombé à 6 et quelques en 2022. Donc c'est une réduction quand même de budget qui est inquiétante sur ces sujets. C'est très intéressant. Philippe, en termes de retour d'expérience, aujourd'hui on parle de la cybersécurité, on parle des investissements. Est-ce que c'est un investissement stratégique dans une structure telle que la tienne? C'est la question. Alors, je suis dans le milieu de l'hôtellerie-restauration et vous n'êtes pas sans savoir qu'avec la crise,
on a subi de plein fouet avec l'aérien la Covid. Donc grosse baisse de chiffre d'affaires, parce qu'on a fermé tout simplement nos hôtels, restaurants, puisqu'on était tous à la maison, et ça partout à travers le monde. Gros impact par la Chine. On a la chance quelque part d'être chinois et d'être à peu près prévisible sur cette crise, parce que tout ce qui s'est passé en Chine, vous savez qu'on l'a revécu, les vagues successives, les Chinois les avaient à peu près entre 2 et 3 mois avant nous en Europe. Donc on a réussi à se protéger là-dessus. Toutefois, grosse perte de chiffre d'affaires et défendre un budget supplémentaire sur la cyber, même si c'est stratégique pour l'entreprise, vis-à-vis d'un COMEX, c'est pas évident. Et même si j'avais l'adhésion du président sur le fait de devoir investir dans de la cyber. Alors à côté, j'entendais, on a des contraintes. On a des contraintes avec les COMEX members, donc forcément le DAF, directeur administratif qui dit j'ai pas d'argent pour toi, puisque je vais d'abord investir dans... On n'a pas de sous pour investir, donc on va d'abord faire du corpo, on est dans l'hôtellerie, on va d'abord changer les lits, on va d'abord faire des coursives, on va d'abord accueillir les clients bien comme il faut, ça c'est la production d'abord. On a le légal qui nous dit on a une assurance pour ça. Donc après, combien que ça coûte vis-à-vis du risque et combien que ça coûte toi de te protéger en interne, en centrale, versus ce que ça nous coûterait si on est attaqué. On a les incidences GDPR, le marketing veut plein de choses sur tout le monde. Quand on va voir la directrice marketing et qu'on lui dit bah non, ça se fait plus comme ça, c'est une vraie contrainte et elle ne comprend pas, ou en tout cas je suis un frein pour elle, et en tout cas, c'est encore perçu comme ça. Donc il y a de grosses incidences, et donc réussir à sensibiliser les membres du COMEX que la cybersécurité, ça devient capital pour eux. Donc on a de la chance avec le CDRT, vous allez nous aider à faire ça. Je voudrais aussi appuyer sur le point de la sensibilisation. Alors sensibilisation du personnel, on est en France, j'ai un grand effort d'enseignement là-dessus. On leur fait faire des quiz, on leur fait faire des tests. Chaque nouvel entrant, on fait faire le petit exercice et s'il a moins d'un score, on lui donne pas son mot de passe tout simplement. Donc il pourra pas accéder à sa messagerie. On est comme ça maintenant. C'est radical. On voit que, alors j'ai la chance de diriger le parc européen, donc je vois que les Allemands sont un peu plus rigoureux que nous, que les Italiens n'en ont strictement rien à faire. Et c'est curieux de voir que les petits Français, ben, on est entre les deux. Et à l'intérieur d'un siège social, on pourrait se dire que les juristes sont très conscients de la chose, puisqu'ils doivent faire signer des rapports GDPR, etc. En fait, pas forcément, c'est pas forcément les meilleurs, et je dirais que les meilleurs, c'est ceux qui ont subi à titre privé, alors ça c'est le meilleur exemple, soit qui nous font entièrement confiance en nous disant bah, écoute, dis-moi ce qu'il faut faire. On a aussi pour sensibiliser le personnel, si voilà, je peux donner des conseils, on a fait tout un jeu de goodies et puis on est dans l'hôtellerie-restauration, donc on fait pas mal de pots d'accueil sur des quiz cyber, et bien sûr avec des choses à gagner. Donc on essaie de faire du gaming au sein de la cybersécurité pour ne plus que ce soit vu comme une vraie contrainte, mais finalement comme quelque chose que l'on rend utile dans la vie de tous les jours, aussi bien pro que perso. Donc c'est vu comme principalement un centre de coût par le COMEX. Par contre, vis-à-vis du COMEX, ça devient de moins en moins un centre de coût, puisque les sujets médiatiques, Marriott, le premier numéro, c'est numéro 1 mondial, s'est fait attaquer avec du vol de données. Bon, bah, tout de suite, ça nous fait réfléchir. Le premier est américain, le deuxième est chinois, le troisième est américain, le quatrième est américain. On a quelques copains derrière. Lauric, est-ce que de ton côté, c'est également vu uniquement comme un centre de coût, la cybersécurité ? C'est même plus compliqué que ça. C'est un centre de coût et c'est un espèce de machin obscur et opaque où ça coûte, mais on ne comprend pas bien pourquoi et on ne comprend pas bien comment. Là où donc l'équivalent du COMEX, c'est-à-dire les élus qui prennent les décisions, ils sont sensibilisés de plus en plus, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'attaques de collectivités, d'hôpitaux, de villes, de départements. Donc de plus en plus, ils se rendent compte que effectivement, c'est pas les autres, c'est un peu pour tout le monde.
La seule chose, c'est que ça reste un centre de coût. Et il faut, là où on disait il y a 6% du budget de la DSI qui doit être mis sur la sécurité, l'ANSSI propose aux collectivités 10% et un poste de responsable sécurité dédié, ce qui est absolument impossible. Hein. On est 4 pour la DSI. Je ne vois pas comment on pourrait justifier un poste supplémentaire ou de dédier un poste. Oui, non, mais c'est... Bah oui. Difficile. De ton côté, Philippe. Après la sensibilisation a un vrai avenir, dans le sens où nous, on avait fait une campagne de phishing, tout simplement, avec un acteur français aussi qui fait ça. Et le premier état, c'est il y a plus de 25% de cliqueurs, en fait. Et donc, mais je pense qu'on est tout à fait représentatif d'une structure professionnelle moyenne. C'est énorme, en fait. Donc ça veut dire que c'est beaucoup de formation à faire. Hein. C'est ça. C'est formation à Et formation. après 8 mois de campagne et de sensibilisation, on a réussi à descendre en dessous les 8%. De ton côté, Eric, vers moi, la formation, vous aidez, vous accompagnez, par exemple, la mairie de Chilly-Mazarin pour la formation justement des acteurs. Vous les sensibilisez à ça ou vous restez dans la solution technique et l'accompagnement purement technique? Alors avec la mairie de Chilly-Mazarin, on travaille beaucoup sur Storm Shield, hein, justement, hein, sur toute la partie plutôt sécurité périmétrique. Et on accompagne d'autres acteurs, hein, privés et publics, sur la sensibilisation avec des notions d'acteurs qui vont pouvoir mettre en place des campagnes de sensibilisation, des campagnes sur lesquelles vraiment on peut avoir des vidéos éducatives au niveau de l'utilisateur. Aujourd'hui, il y a des très beaux outils qui existent, qui permettent vraiment, à travers des tests, hein, des quiz, de pouvoir monter en compétence aujourd'hui les utilisateurs. Se former. Tiffaine, c'est quelque chose qui te tient à cœur, toi, les aspects formation? Oui, en région, on essaye d'alimenter la chaîne de valeur, en fait. Donc, en fait, on prend le sujet assez tôt, c'est-à-dire vis-à-vis des jeunes. Il faut savoir, par exemple, qu'il y a des pays qui sont très en pointe, hein, sur la culture du numérique. L'Australie a mis en place des cours dès le primaire. L'Estonie s'est emparée aussi du sujet. Bon, l'Estonie a un passif en cybersécurité, hein. Donc on essaye d'ouvrir et de donner à voir ces métiers qui sont perçus comme effectivement très techniques, avec beaucoup de stéréotypes, de suite à capuche, comme le disait Michel. Donc on met en place des ateliers de découverte des métiers à la cybersécurité. Alors pas par des DRH, hein, mais vraiment par des jeunes salariés qui sont en poste et qui vont aller raconter un peu ce qu'ils font, c'est quoi leur métier, ce qu'ils aiment dans leur métier, ce qu'ils n'aiment pas, parce que souvent la cybersécurité pour les jeunes, c'est vu comme le hacker, donc c'est vu comme du pen test, en fait. C'est-à-dire, hein, on essaye de craquer un système, de rentrer dedans. Il n'y a pas que ça en cyber. Et donc, l'idée, c'est que ces jeunes puissent parler de leur expérience et puis de leur formation. Il y a plein de façons de rentrer en cybersécurité désormais. Il y a les cours, les cursus académiques, alors avec les écoles, et il y en a même ici, des écoles très emblématiques. Il y a aussi, on le découvre en cybersécurité, c'est un monde de passionnés et beaucoup d'autodidactes également. Donc il y a des parcours parfois étonnants. Nous, on a des histoires vraiment marrantes d'entreprises de cybersécurité qui sont montées, l'une par des musiciens professionnels à l'origine et l'autre qui vient de se créer une start-up. Et en fait, un des fondateurs, c'est un ancien poissonnier. Donc pour vous dire que voilà, il n'y a pas vraiment de chemin tout tracé. Néanmoins, le cursus académique, il permet une chose, il permet de structurer la démarche. Il faut savoir qu'en cybersécurité, il y a un enjeu aussi de traçabilité de ce qu'on fait, de procédures à respecter. Et ça, quand on est autodidacte, en général, on ne l'a pas tellement. Donc en fait, l'intérêt des cursus et des écoles, c'est vraiment de remettre un cadre sur une compétence que l'on a acquise parfois par des biais de passionnés et d'aller sur les sites web qui vont bien, se challenger, etc. Ça, c'est une réalité. Mais l'école va vraiment permettre de donner un cadre parce qu'il faut rentrer en contact avec son client, il faut être capable de lui parler, il faut rendre les choses intelligibles et il faut les tracer. Donc, il y a toute une démarche, effectivement, et l'enjeu de la formation est crucial. Et je dirais même, en fait, les jeunes, souvent, ils dialoguent avec leurs parents. Et c'est parfois les jeunes qui vont expliquer les bonnes pratiques
informatique ou la façon de bien s'emparer des outils numériques. Et ça permet souvent, enfin, on l'a vu, il y a de plus en plus de séries dans le monde de la cybersécurité. Je ne sais pas si vous aviez vu Bureau des légendes, je crois que c'est la saison 4 qui était dédiée à la cyber, mais le fait que la cybersécurité devienne un objet de culture, ça permet de parler de ce sujet-là, de donner à voir le sujet, justement, de quitter la sphère trop technique, et ça permet d'entrer en dialogue entre les parents, les enfants, de susciter les vocations. Donc il y a beaucoup de choses à faire sur cette thématique, et c'est pour ça également que cybermalveillance.gouv.fr a fait ces pastilles vidéo. Elles sont hyper efficaces, et il faut donner envie, il faut en parler, il faut que ça se diffuse, et au-delà du cercle des experts et des initiés, parce que finalement tout le monde est concerné, et comme on le disait, comme l'humain est aussi un maillon qui permet de contribuer à un renforcement de la cybersécurité, il y a plein de façons d'être sensibilisé. Eric, pour se former, il y a aussi la Storm Shield Academy. Oui, alors ça c'est quelque chose qui est peu connu. Storm Shield est bien sûr une entreprise capitalistique, on a vocation à gagner de l'argent, mais vous l'avez compris, on a une responsabilité sociale qui est importante en Europe et dans d'autres zones géographiques, qui est d'apporter de la sécurité pour les assets des entreprises, mais aussi la protection finalement derrière des individus. Donc on a un rôle essentiel. Et donc on a mis en place un programme depuis maintenant plus de 7 ans, qui est un programme qui s'appelle la Storm Shield Academy, qui vise à former au plus tôt les étudiants sur nos technologies pour que quand ils arrivent sur le marché du travail dans le domaine de la cybersécurité, leur premier réflexe, ce soit aussi de travailler et d'exploiter nos solutions avec le bon niveau de compétences, parce que chez Storm Shield, les partenariats, ils ne sont pas basés sur un volume de chiffre d'affaires. Vous pouvez devenir Platinium, un peu comme les Euromédia, mais ce n'est pas parce que vous allez réaliser 1 million d'euros de chiffre d'affaires avec nous. Ce qui va compter, c'est votre compétence ou la compétence des gens qui vont exploiter nos solutions. Donc c'est le plus important. Donc, on a créé cette Storm Shield Academy, et aujourd'hui, on a, je crois, 75% des écoles en France qui utilisent nos solutions. On leur met à disposition le matériel, on leur met à disposition l'ensemble des outils pédagogiques. On vient de signer aussi un partenariat très fort avec Scylla pour virtualiser nos formations à distance et autres. Donc je vous invite à rejoindre vous aussi en tant qu'entreprise et en tant qu'intégrateur de sécurité ce programme. Vous verrez, à partir du moment où vous avez un ingénieur certifié administrateur et un expert sur nos technologies, vous pouvez commencer à déployer et être extrêmement efficace pour protéger les clients. Laurie, tu voulais rebondir ? C'est du matériel et des produits comme Storm Shield peut proposer. L'avantage, c'est que du coup, ça s'adapte bien selon les tailles de structures et d'entreprises. Moi, j'ai mis du Storm Shield dans une ville de 6000 habitants. Donc 6000 habitants, c'est même pas 50 postes. Et de la même manière, on a du Storm Shield à Chilly-Mazarin. Donc on a un effet d'échelle qui est intéressant. Par contre, au-delà de ça, on a besoin, puisque la gestion du réseau et la complexité de la sécurité commencent à dépasser la simple capacité humaine, et on a besoin de pouvoir se faire accompagner à ce moment-là pour ne pas rester tout seul. Et c'est là où interviennent les intégrateurs, les gens qui sont formés, et pour choisir la bonne prestation, le bon produit, puisqu'on a de plus en plus énormément de produits et de possibilités. Philippe, j'aimerais faire un focus particulier pour rester un peu dans le monde des télécoms, sur le Wi-Fi, l'usage du Wi-Fi, parce que le Wi-Fi, ça peut être pour l'interne, ça peut être pour l'externe, c'est aussi un argument de vente. J'imagine que dans les hôtels, avec le télétravail aujourd'hui, s'il n'y a pas de Wi-Fi, on ne loue pas la chambre d'hôtel. Et là, il faut de la cybersécurité, et là, c'est plus un coût, là, c'est vraiment un argument, c'est du côté marketing, c'est du côté commercial, ça presque. Alors, c'est financier aussi. C'est financier aussi. Bien sûr. Je te rassure. Tirer des liens réseau, ça coûte beaucoup d'argent. Mettre de la bande passante suffisante, parce qu'un hôtel, ça vit la nuit. Et la bande passante, je la paye sur 24 heures, alors que mes clients qui dorment n'y sont que 7-8 heures, et essentiellement pour dormir, pas que pour faire de l'informatique dans leur chambre. Donc,
Louvretel a été précurseur sur le Wi-Fi gratuit. Donc, je vous disais, on était d'abord dans le luxe, les hôtels Concorde, et à l'époque, le Wi-Fi était payant, comme les locations de films, le pay TV qu'on appelait, c'était payant. Nous, l'informatique, chez Campanile, première classe, on a dit, OK, on va l'offrir. À l'époque, c'était du Wi-Fi sur 2 bandes passantes ADSL, autant dire pas grand-chose, mais tout le monde n'avait pas un device équipé de Wi-Fi. Puis voilà, la mobilité s'est développée, tout le monde vient avec son téléphone, sa tablette, et puis veut utiliser. Donc là, on a augmenté les bandes passantes, on a mis suffisamment de bornes Wi-Fi, parce que ça marche malgré tout avec une borne. On était, je me souviens, sur les premiers hôtels, à une borne pour 10 chambres. Ça suffisait à l'époque, en fonction des bandes passantes, on était sur du dual. La vie faisant, et vous êtes probablement consommateur d'hôtels, aujourd'hui, une des normes, après la climatisation il y a 15 ans, aujourd'hui c'est Chromecast. Donc tout le monde veut une solution avec une TV Chromecast, qu'on soit dans le 1 étoile, 2 étoiles, 3 étoiles. Tout le monde veut du Chromecast. Ça veut dire qu'il faut que j'arrive à faire un Wi-Fi type privé, parce que c'est votre téléphone à vous, dans une zone dite publique, puisque la chambre, demain ce ne sera pas vous qui dormirez dedans. Tout en étant sécurisé. Et ça, c'est vraiment un défi qu'on a, de pouvoir jumeler et donc de faire des VLAN séparés pour cumuler un appairage d'un device personnel du client sur le téléviseur uniquement pour le temps du séjour, qui peut être de quelques heures à quelques jours. Donc ça, c'est notre nouveau défi, et donc on a besoin d'outils pour faire ça, et bien sûr d'ingénieurs pour travailler sur ces secteurs à la fois publics et privés, tout en étant sécurisés, parce qu'on ne veut pas que les données que l'on a consultées au travers de notre device sur le téléviseur soient republiées le lendemain quand la personne va se connecter, va faire précédent pour voir ce qui a été diffusé. Tout en conservant, et ce qui est important, toute la traçabilité, puisqu'on a le devoir de communiquer aux autorités en cas de réquisition judiciaire, ce qui a été consulté, etc., sur la partie publique. Est-ce que c'est une approche mondiale? Est-ce que vous avez une approche mondiale pour gérer le Wi-Fi, ou est-ce que c'est chaque hôtel ou chaque pays Parce qu'il y a aussi des notions de législation, d'usage un peu différents en fonction des pays, de produits disponibles, de compétences. Oui, alors en France, alors moi je ne fais que la France, et par contre je suis en mode conseil pour les autres pays. En Pologne, on ne joue pas, c'est du pénal. Donc celui qui signe pour le Wi-Fi, le DSI qui signe pour le Wi-Fi de son hôtel, il peut aller en prison si jamais on n'est pas en mesure de justifier la traçabilité. Espagne, Italie, c'est plutôt ouvert comme en Angleterre, très ouvert en Angleterre, très ouvert en Angleterre. Et la partie Pays-Bas, Allemagne, ils sont très forts sur la partie commerciale. C'est-à-dire qu'on a toujours, pour pouvoir commercialiser auprès de nos clients, comme on offre le Wi-Fi, on essaie de capter un maximum de données. Soit ils s'identifient par des réseaux sociaux, soit ils s'identifient par un numéro de téléphone, etc. Et donc dans les pays nordiques, ils attrapent tout ça, donc ce qu'on appelle les opt-in. Ils sont très appétents sur les opt-in. Donc on donne le Wi-Fi, par contre on récupère, et donc je pense que c'est Michel ou Jérôme qui disait tout ce qui est gratuit, attention, derrière c'est de la donnée payante. Ils récupèrent beaucoup ça, ce qu'on fait peu en France finalement. Eric, tu voulais rebondir? Oui, en fait je voulais rebondir sur quelque chose que tu as dit, Philippe, qui est extrêmement important dans les principes de sécurité à mettre en œuvre. Indirectement, Philippe l'a dit, mais je vais le répéter. C'est qu'à partir du moment où il a fait son analyse de risque, il a bien vu et il a séparé certains objets et certains assets qui étaient nécessaires à protéger de manière différente. Donc c'est ce qu'on appelle la segmentation. Et donc quand vous avez compris ça, vous avez déjà fait 80% du travail. C'est segmenter pour protéger au plus près l'objet ou la fonction ou l'application que vous voulez protéger, en gardant toujours trois périmètres techniques, je vais dire, et puis vous les retrouvez là un petit peu. C'est quand même la protection des réseaux. Alors, elle peut être différenciée à partir du moment où on va parler du monde IT, et bientôt, vous le verrez, et dans les PME, ça va devenir aussi très important bientôt, la partie OT, la partie plutôt industrielle, qui arrive, comme on l'avait vécu à une époque pour la téléphonie, le monde industriel arrive avec ses protocoles dans le monde IP, donc tout passe sur IP.
La deuxième partie, qui est la protection des postes de travail. Et la troisième, qui est potentiellement de chiffrer les données dont vous savez qu'elles sont sensibles. Et donc, même si vous les exposez sur un environnement cloud, etc., il faut que vous ayez la garantie que personne, à part vous, puisse la déchiffrer, même une fois que vous la faites dérober. Si vous faites dérober dans Office 365 vos données, ou dans Google, ou demain dans AWS ou autre, vous les faites voler, mais vous savez qu'elles sont chiffrées avec une solution dont seul vous avez la maîtrise au moins de la clé de chiffrement et de l'endroit où se trouve la clé de chiffrement, vous avez tout compris. Donc ça, c'est des architectures et des principes de base. Donc segmentation sur IP, sur l'ensemble de ces périmètres. Moi, c'est ce que j'appelle le retour au basique en matière de cybersécurité. C'est pas la peine de se prendre la tête. Protection réseau, protection du poste de travail, protection de la donnée, en segmentant ce qui est essentiel dans l'entreprise. On va reparler un petit peu des outils, mais Lauric, j'aimerais avoir ton avis en réponse un petit peu sur le Wi-Fi dans une mairie, parce qu'on a du Wi-Fi privé, Oui. pour l'usage de la mairie, Absolument. et puis on a du Wi-Fi public pour les gens qui viennent visiter la mairie. Comment on gère la cybersécurité de ces deux Wi-Fi? Ben, c'est exactement comme a dit Eric. De toute façon, on segmente. C'est des réseaux séparés qui vont pas au même endroit et de toute façon et qui n'ont pas les mêmes objectifs. Donc de toute façon, la clé c'est la segmentation. Ça, je suis largement convaincu. Donc du VLAN séparé, voire même de la segmentation physique séparée quand on peut ou quand c'est vraiment critique. Le chiffrement quand on peut. Quand on a les moyens techniques, puisque ça fait s'écrouler les performances aussi. Donc, faut penser à chiffrer, déchiffrer tout le temps. C'est pas complètement anodin on est déjà vécu comme une contrainte en termes de sécurité. Et effectivement, on en rajoute encore. Donc, c'est à manier avec prudence. Et derrière, une fois qu'on a fait la séparation, ce qui va être important, et je voulais rebondir sur ce qu'a dit Eric, c'est segmentation, chiffrement sur ce qui est potentiellement exposé. Et après, il faut prendre un outil pour analyser tout ce qui va être signaux faibles, puisque de toute façon, si ça se trouve, on est déjà piraté. On ne le sait pas, ça fait plusieurs semaines, plusieurs mois. On n'est pas encore attaqué, puisque de toute façon, notre backdoor ou le petit truc qui est installé dans son coin, il n'est pas encore revendu. Il ne faut pas oublier que c'est un marché. Ça se vend, ça s'achète. Effectivement, on a parlé du dark web. C'est extraordinaire de simplicité. C'est pour en avoir discuté lors d'une présentation à Annecy. En fait, c'est un commerce normal. Il y a des commerciaux, il y a des avant-ventes, il y a des après-ventes, il y a des développeurs. Le seul métier qu'il n'y a pas, c'est il y a des blanchisseurs, en fait, en fin de compte, qui finissent par blanchir l'argent. Et c'est le seul métier qui n'existe pas dans le monde normal. Donc, il ne faut pas oublier que si ça se trouve, on va être revendu à quelqu'un. Donc, il y a des signaux faibles à prendre en compte. Est-ce que c'est plus facile à gérer quand on est dans une mairie où tu es un peu le seul maître à bord pour la gestion de la cybersécurité? Tout va reposer sur toi par rapport à Philippe, où peut-être il va pouvoir s'appuyer sur d'autres personnes, d'autres pays, d'autres... Est-ce que c'est bien d'être le seul maître à bord vis-à-vis de ça? Alors, évidemment, comme on dit, tout seul on va plus vite, hein, mais ensemble on va plus loin. Donc, le problème, c'est que, oui, je sais très bien ce que je fais. Je peux interdire, autoriser, regarder, mais le jour où je suis pas là, eh ben, il n'y a plus rien qui fonctionne, en fait. Donc, c'est très, très dangereux, en fait. Je deviens le maillon faible et je deviens le risque pour l'entreprise, pour la mairie, en ce qui me concerne. On ne peut pas faire reposer ce genre de risque sur une seule personne. C'est une catastrophe. Je suis une bombe, en fait. Si je passe sous un train, il n'y a plus de sécurité sur toute la ville. Entre Eric qui est autonome, toi qui es une bombe, je sais pas, il va peut-être falloir qu'on s'inquiète là, dans un moment. Eric, juste à côté de moi, je voulais te demander, de ton point de vue d'intégrateur, qui sont les grands acteurs sur le monde de la cybersécurité, même si on a compris que Storm Shield était un acteur majeur, mais est-ce que tu pourrais nous aider à avoir une vision un petit peu panoramique des acteurs de la cybersécurité?
Je me dois, et d'ailleurs Storm Shield, c'est une question délicate, mais Storm Shield est un acteur pour nous vraiment premium. C'est vrai qu'on travaille avec Storm Shield. Réponds à la question. Oui, de toute façon, Storm Shield ne fait pas tout en matière de cybersécurité. C'est ça, en tout cas, en termes de... On peut pas, au contraire, il faut être ouvert aujourd'hui, et on est obligés tous de collaborer les uns avec les autres. Oui, bien entendu, c'était une joke, mais c'est vrai que Storm Shield est un acteur majeur pour nous depuis pas mal d'années. Et c'est vrai que la sécurité du système d'information fonctionne par silo, c'est-à-dire qu'en effet, on peut travailler avec un acteur majeur comme Storm Shield sur différents sujets, sur la sécurité périmétrique. On parlait d'OT tout à l'heure, la notion d'OT est très importante aussi, puisqu'on voit de plus en plus de sociétés attaquées sur la supply chain par l'outil de production. On le voit de plus en plus. On a des grands industriels qu'on a dû accompagner pour bloquer les attaques sur leur chaîne de production. Mais on va trouver des acteurs un petit peu divers et variés qui vont agir autour des différentes composantes. Là, par exemple, on parle d'Office 365, on peut parler de VAD Secure qui va vraiment protéger et accompagner vraiment une protection forte autour d'Office 365, Microsoft. On va trouver des acteurs aussi, bien entendu, spécifiques comme Roden Schwartz, Ubica, qui va sécuriser des applications où là, les approches au niveau des directions informatiques peuvent être beaucoup plus pointues, où on va vraiment vouloir sécuriser des applications et d'avoir une approche vraiment verticalisée avec ce type d'acteurs. On peut retrouver aussi dans l'écosystème des acteurs, en effet, comme, pour ne pas les citer, américains, comme Cisco, HP, sur lequel nous, on ne travaille pas trop sur la partie sécurité. On est vraiment très engagé sur la partie firewalling avec Storm Shield, mais on va travailler avec Cisco plutôt parfois sur les infrastructures de réseau, qui est une des composantes de l'écosystème, puisque le réseau sécurisé, nous, on est intégrateur de réseaux sécurisés. On est venu à la cybersécurité parce qu'il apparaissait évident qu'il y avait une convergence entre le réseau et la cybersécurité. Derrière, en fait, on a dû ouvrir un peu le champ des possibles en ayant quand même une approche de souveraineté. La notion de souveraineté est pour nous importante, donc on a toujours voulu choisir des acteurs français et européens. Et c'est pour ça que Euromédia a vraiment un portfolio de marques très très réduit, mais qui vont plutôt sauf. Voilà, il y a des acteurs incontournables. Les acteurs américains, comme on l'a cité, sont des acteurs qui sont très présents sur le marché français, mais on essaie de travailler le plus possible avec des acteurs européens ou français. Philippe, est-ce que ça fait partie de ta stratégie, le fait de choisir différents acteurs pour différentes briques de sécurité, ce qu'on peut appeler le tuilage souvent, ou des choses comme ça ? Alors, moi je pratique essentiellement le tuilage, donc j'essaie de prendre le meilleur du marché sur ce que je peux trouver, donc à la fois sur le réseau, désolé si j'ai pas encore de Storm Shield à la maison, mais bientôt. Je m'intéresse à tout ce qui se fait, on fait beaucoup de veille technologique, donc on regarde. Sincèrement, je crois essentiellement au tuilage sur toutes ces opérations. Un Microsoft va faire une partie des choses, un antivirus va faire une autre partie des choses, mais sur peut-être 20% de ma surface Microsoft. Et puis un autre outil comme Darktrace, par exemple, va faire une autre protection de 20% de ma solution antivirale EDR, NDR, XDR, peu importe. Et voilà, j'avance comme ça et j'évite au maximum d'avoir un 0 quelque part. C'est-à-dire qu'il y a toujours un 1,1, 1,2 pour me prémunir de ça. Bien sûr, il y a les backups. Celui qui n'a pas de backup, il est juste mort. On ne sait pas quand, mais il le sera. Et un backup sécurisé. Voilà, c'est essentiellement ça. Mais pour moi, le tuilage est très important. Donc, je ne mettrai pas toutes mes billes chez le même si ça peut être souverain ou ça peut. Est-ce que c'est pas plus compliqué par contre d'installer X solutions X que d'en avoir une seule, où au moins on n'a qu'une seule formation, une seule logique d'installation et on fait confiance à la solution plutôt que d'avoir plusieurs solutions? Ça veut dire on n'a pas trop confiance dans tout, on essaie de choisir la meilleure, mais il y a des interactions, laquelle protège ça? Si on empile 2 antivirus, c'est pas nécessairement pour ça que c'est plus efficace. Ah oui, alors après je reste majeur, j'ai l'antivirus, c'est un antivirus. Mais effectivement, c'est plus compliqué, c'est plus chronophage et ça nécessite plus de compétences. C'est-à-dire que à partir du moment où on a du mal à avoir des bons talents, et j'espère que les écoles vont commencer à nous sortir de vrais bons talents,
ça nécessite une grosse énergie et puis bien sûr ça me coûte plus cher. Je le sais, ça coûte un peu plus cher, mais ça me protège essentiellement d'avoir, comme on le disait tout à l'heure, les réseaux privés, les réseaux publics, l'infra, tout ça, j'essaie de le backuper et de le tuiler. Eric, avant de ta réponse, est-ce que tu peux nous repréciser un petit peu la différence EDR, XDR, antivirus? Oui, ce que c'est juste, oui, je vais le faire. juste Je pour- vais le faire juste pour rebondir sur ce que disait Philippe. On arrive dans des situations, alors j'ai plus les statistiques exactes en tête, hein, mais dans les entreprises, en moyenne, il y a aujourd'hui une 50aine d'outils différents de sécurité. Donc vous voyez un petit peu la complexité dans laquelle on est rentré. Alors oui, la différence entre XDR et EDR, EDR. XDR et antivirus pour nous. Oui, alors l'EDR, c'est la version, on va dire, avancée de l'antivirus qui va permettre de détecter sur la base de comportements anormaux des nouveaux malwares. Ou des choses qui sont peut-être aujourd'hui pas vues parce que ce sont des signaux faibles, parce que, un petit peu ce que tu disais tout à l'heure. Une attaque, elle est rarement en temps réel. Elle est souvent différée. Ça passe par la prise de contrôle d'un PC, de secrets d'un utilisateur et autres. On pose un petit logiciel quelque part et puis un jour, quand on a décidé, le hacker il appuie sur le bouton et il réveille le verre sur le réseau. Donc ça, c'est pour la partie EDR. La partie XDR, c'est la version avancée de l'EDR qui va permettre une corrélation de l'ensemble des signaux faibles que vous allez pouvoir retrouver si vous analysez peut-être les logs qui viennent de votre antivirus, les logs qui viennent de votre EDR, les logs qui viennent de votre firewall, les logs qui viennent aussi de votre contrôle d'accès, votre client VPN, hein, le chiffrement pour vos connexions à distance. Et c'est la corrélation de l'ensemble de ces événements dans un outil qu'on appelle XDR. Donc tout le monde plus ou moins le fait dans sa gamme. Et aujourd'hui, l'enjeu, il est clairement pour tous, y compris pour Storm Shield, d'ouvrir suffisamment ces outils à base d'API pour permettre au client lui-même de définir quelle est la bonne corrélation liée à son environnement à lui. C'est détecter que peut-être c'est pas finalement le gardien de l'hôtel qui est rentré à travers son badge, mais que c'est quelqu'un qui avait pris un badge il y a 2 ans quelque part et corréler ce genre d'informations. Et il va y avoir maintenant un 3e niveau qui arrive. C'est une fois qu'avec l'XDR, vous avez détecté l'ensemble de ces signaux faibles, et ben vous allez envoyer tout ça dans ce qu'on appelle un SOAR, encore un très beau concept de marketing, qui est tout simplement un orchestrateur. Hein. C'était un peu les batchs de l'ancienne époque. Hein. Bah, c'est juste que... alors certains vont vous le vendre à base d'intelligence artificielle, hein, parce qu'il faut de l'intelligence artificielle maintenant, et le mettre, c'est nécessaire un petit peu partout. Mais en fait, c'est plus la mise en place de corrélations et de processus qui vont permettre, en temps réel, de modifier peut-être les règles d'un firewall pour bloquer certains flux par rapport à ces signaux faibles qui auront été détectés par l'EDR, par l'XDR et dans le SOAR. Hein. Donc, le sujet de base, c'est d'avoir derrière les différents outils des logs qui soient capables d'être dans un lieu commun pour pouvoir être analysés. Alors ça, soit vous avez les ressources pour le faire vous-même, et généralement, en tout cas dans les petites collectivités territoriales, c'est impossible. Donc vous déléguez, vous avez des intégrateurs qui sont spécialisés, qui sont capables d'avoir des SOC ou des micro-SOC, maintenant on parle de micro-SOC ou de SIEM qui sont managés à distance et qui vont faire cette analyse en temps réel des signaux faibles pour prévenir l'attaque. Je crois que c'est le sujet, parce que on parle de détection et de remédiation, on parle moi je pense qu'il faut continuer à élever le niveau de protection, et je pense qu'on l'oublie trop souvent parce qu'on est passé dans les phases de prévention, détection et remédiation, mais c'est trop tard.
c'est trop tard. Quand vous êtes en détection, c'est qu'il s'est déjà passé quelque chose. Donc il vaut mieux élever le niveau de protection. Loïc, tu voulais rebondir sur le sujet avant qu'on passe à la conclusion, puisque c'était juste sur le fait d'avoir le croisement des données, la remontée et éventuellement l'action automatique. C'est ce qui est important. On reviendra pas sur le fait que ce qui va être important, c'est le backup, puisqu'à partir du moment où il a détecté, c'est trop tard. Mais si on arrive à le détecter rapidement, en fait, le temps, à partir du moment où l'attaque elle est déclenchée, le temps, il est en secondes en fait. Donc, parce qu'il y a la perte d'exploitation, le chiffrement, le ransomware, mais il y a aussi la diffusion de données. C'est-à-dire que de plus en plus, maintenant, si vous ne payez pas, eh ben, on fait fuiter vos données publiquement. Ce qui amène un autre problème légal, parce qu'on est responsable de nos données. Tout à fait, tout à fait. Écoutez, ça fait déjà plus d'1 heure qu'on parle. On va passer ensuite à un petit moment au cocktail, donc vous aurez l'occasion de poser toutes les questions que vous voulez à nos intervenants. J'aimerais leur poser une dernière question à chacun, une petite question de conclusion. Je vais commencer par toi, Eric. En tant qu'intégrateur, quel conseil tu pourrais donner à un opérateur de service pour aujourd'hui proposer de la cybersécurité de façon efficace, pour essayer de s'y mettre, pour essayer... Qu'est-ce que tu ferais pour lui donner envie d'aller vers la cybersécurité rapidement et simplement? Alors, c'est un métier, on l'a compris à travers les témoignages, qui est un métier d'avenir. Donc on s'attend à une forte croissance, c'est déjà le cas. Nous, on a quasi doublé notre chiffre d'affaires sur la cybersécurité. Donc c'est vraiment un secteur exponentiel qui touche en transverse tous les secteurs d'activité et un intégrateur qui veut se mettre à la cybersécurité, ça passe par des conversations avec le métier. Je pense que le métier est important, donc discuter avec la direction informatique, discuter avec les métiers et de pouvoir vraiment avoir une vision du système d'information qui permette ensuite de mettre une offre adaptée, qu'elle soit globale, soit une offre plutôt verticalisée, par exemple sur les PME, PMI ou la partie publique ou la partie grand compte, parce que il est vrai que les infrastructures peuvent différer. On a parlé aujourd'hui de pouvoir avoir un écosystème de marques plutôt réduite, mais quand on arrive sur des infrastructures très très lourdes, sur des très grands comptes, là on se rend compte que les best practices, par exemple de doubler un firewall avec 2 marques différentes, arrivent aujourd'hui comme une nécessité. Il y a vraiment une nécessité aujourd'hui de pouvoir sécuriser un maximum de manière adaptée les systèmes d'information, et je pense qu'un opérateur devra choisir idéalement, alors ça dépend de la taille de l'opérateur, entre un Orange ou un petit intégrateur, forcément faut faire des choix, mais il faut adapter vraiment le portfolio et d'aller verticaliser une offre pour pouvoir vraiment proposer à ses interlocuteurs informatiques une offre complète sur l'ensemble du système d'information. Merci. Loïc, un petit peu sous forme de conclusion également, est-ce que tu crois que c'est important aujourd'hui de travailler à un rapprochement entre le public et le privé et les collectivités territoriales, justement dans cette logique de cybersécurité? Est-ce que tu crois que cette collaboration est une nécessité? Oui, c'est une nécessité de toute façon. On partage de toute façon les mêmes constats, les mêmes risques et les mêmes solutions. Donc la solution, elle sera collaborative. Il ne faut pas oublier de toute façon qu'une crise cyber, c'est une crise stratégique au départ. Ce n'est pas un problème de l'informatique dans son coin et l'informatique va le régler. Une fois que c'est attaqué, ça touche tout le monde et ça paralyse l'entreprise, la collectivité, le grand groupe. On a vu ce que ça pouvait donner. Il peut y avoir des conséquences assez impressionnantes. Donc il faut le prendre comme une crise majeure et un risque important, stratégique, à prendre au plus haut niveau et à former au plus haut niveau. Merci. Tiffaine, est-ce que le premier problème, ce n'est pas la formation? On en parlait tout à l'heure. Il paraît qu'il manque 3,5 millions de personnes dans le monde pour travailler sur la cybersécurité. Ça paraît un chiffre colossal. On avait les chiffres français tout à l'heure. Là, moi, j'ai les chiffres au niveau mondial. Il faut commencer par faire de la formation de base.
Oui, ça fait partie d'une des priorités de la stratégie nationale, de doubler le nombre d'emplois dans la filière en France. Et donc, il va falloir alimenter ça par des formations. Diversifier les formations aussi. La formation continue, c'est une bonne façon de monter en compétences. La reconversion. Là, on entend parler en ce moment des GAFAM qui licencient beaucoup. Là, il y a des chiffres assez impressionnants. Là. Donc, il faut aussi pouvoir séduire des salariés et puis des profils. Donc ça pose beaucoup de questions sur l'attractivité de ces métiers-là. Par chance, ce sont des métiers qui ont beaucoup de sens. C'est important pour les jeunes maintenant d'aller dans des métiers qui font sens pour eux et travailler dans le domaine de la cybersécurité quand on voit ce qui se passe et qui a été évoqué par Michel Vandenberg sur des enjeux de politique. La cybersécurité, ça a une dimension diplomatique. Ça fait partie des outils de diplomatie, la cyber. Ça donne beaucoup de sens aux jeunes et en général, c'est aussi important pour eux de s'engager de plus en plus. Donc, on peut garder espoir et puis en écoutant là, on voit bien qu'il y a des solutions, il y a des partenariats, c'est très important. La filière, c'est une filière qui est collaborative. On voit bien entre l'exemple de Storm Shield et d'Euromédia, il y a vraiment un travail pour accompagner. Donc ça, c'est quand même très rassurant de se dire qu'en France, on a des acteurs de terrain en proximité. Donc ça fait quand même un beau cocktail pour avancer. Même si on se dit que c'est dur d'être serein dans la filière, il y a quand même des briques qui sont mises en place et une volonté à la fois du public et du privé d'avancer collectivement sur le sujet. Ouais. Et des métiers assez éthiques en même temps. Oui, des métiers d'engagement, je crois. Ouais. Philippe, un petit peu sous forme de conclusion, quand on parle de cybersécurité, tout le monde veut des conseils. Quels conseils tu pourrais nous donner, toi ? Alors le conseil, c'est l'humain avant tout. Il n'y a pas de souci cyber s'il n'y a pas d'ordinateur, et qui utilise l'ordinateur, ça reste l'humain. Donc oui, de la formation, de la sensibilisation. Pour ceux qui sont commerciaux, un discours assez facile, puisque quand vous allez vous exprimer, vous allez forcément avoir des informaticiens qui vont comprendre EDR, XDR, mais vous avez aussi des acheteurs qui ne comprennent pas ce monde-là, et probablement des présidents qui vont devoir signer, qui ne connaissent pas ce monde-là. Donc avoir un discours assez facile. Et en même temps, le dilemme, c'est que vous allez avoir en face de vous des gens qui n'ont pas le temps, comme nous, qui font ce métier-là depuis 20 ans sans forcément savoir que c'est un métier. On le fait naturellement, c'est comme ça. Et quand on a des gens qui sont face à nous, qui sont un peu juniors, le temps que ça monte, on a plutôt l'impression de perdre notre temps. Donc si on peut avoir des experts face à nous, on gagne du temps et c'est plus facile à vendre pour vous. Et le troisième point, qui a juste été un petit peu abordé par Michel, et pour moi il est très très important, c'est la security by design. C'est-à-dire que nos développeurs doivent penser, maintenant ça doit être un mandatory, comme on dit, c'est une obligation, ils doivent penser cyber. Quand je développe quelque chose, souvent on les voit encore avec des codes admin, avec des ports ouverts sur le 443 sur des ports internet, pour nous démontrer que leur outil fonctionne. Oui, il fonctionne dans un mode de développement sécurisé, plateforme de test, oui, ça marche. Mais quand on le met en prod avec des vrais gens qui veulent nous attaquer, comment ça se fait qu'on a encore des outils ouverts ou des ports ouverts ? C'est les bases du métier. J'espère que encore l'humain, la formation est indispensable pour nos jeunes développeurs français. Mais aussi, le problème, souvent, c'est de gérer l'existant, parce que ça marche, le DevSecOps, ça marche pour les outils qu'on développe pour demain. Mais par exemple, les hôpitaux qui ont été attaqués, c'est des outils d'autrefois, presque souvent dans les hôpitaux. Oui, alors je pense que c'est plutôt un problème de financement et de choix politique pour les hôpitaux. Problème de financement. Effectivement, là, il y a bon, voilà, je dirais que c'est déjà trop tard, mais je dirais qu'en France, on a 20 ans de retard. Eric, un peu sous forme de conclusion, c'est une question ambiguë que j'ai envie de te poser. Est-ce qu'à ton avis, les cybermenaces suffisent à expliquer le marché de la cybersécurité ? Oula, alors attendez, là on est encore pas reparti pendant 2 heures, donc moi je vais te simplifier la conclusion. Je vais remercier tous les participants de cette table ronde et vous tous. 2 choses juste en conclusion. La première, l'année dernière, Storm Shield, vous n'avez pas les chiffres en tête, mais c'est quand même l'année dernière plus de 20 000 clients acquis, tout au niveau mondial. Donc ça a été une année extraordinaire. C'est 1200 partenaires
Et ce que je voulais vous dire là, dans le monde, formé sur nos technologies, et c'est aussi aujourd'hui une entreprise collaborative avec nos partenaires, parce qu'on est encore capable de vous donner de la marge à 2 chiffres et de la marge qui est récurrente. Donc c'est important pour vous, intégrateurs. Et la deuxième conclusion, ce sera un peu sur le futur de la cybersécurité, et c'est Tiffaine qui a donné un peu ma conclusion tout à l'heure. Bon, vous l'avez pas remarqué, mais je crois que le futur de la cybersécurité, et je vais vous le démontrer avec un petit film qui est le futur des solutions StormShield qu'on est en train de développer et qui sortira dans les 2, 3 et 4 années qui viennent. On a du financement pour ça qu'on a obtenu auprès de l'État. C'est de pouvoir combler ce gap entre les équipes métiers et la complexité du monde IT. C'est d'offrir à un directeur financier la possibilité, quand il veut déployer une application, de ne pas avoir à interroger l'ensemble de l'équipe pour savoir si le firewall est bien paramétré, si le VPN va supporter, etc. En un clic, en une adresse IP, il doit pouvoir déployer de manière sécurisée son application. Et donc là, juste en 30 secondes, et après on va boire un coup tous ensemble, et je serai à votre disposition pour toutes vos questions. Merci. Ça faisait pas plus de 30 secondes, et ça, c'est le futur de la cybersécurité. Merci à tous. Grand merci. J'aimerais, juste avant de terminer, bien sûr, vous remercier tous les 5, mais j'aimerais aussi remercier Yves, si tu veux te lever, Yves, qui a travaillé en back-office pour préparer cette table ronde. Merci. Grande fierté, parce que on voulait placer la barre haute, sans faire d'analogie. Et puis on avait l'écran. J'espère que vous avez aussi apprécié le contenu et le contenant. Voilà, c'était ça. C'était lancer une grande série d'événements autour de la cyber. Je sais que les régions vont pouvoir dorénavant et dans le futur le dupliquer, ce modèle, parce que vous avez vu l'appétence. Tous ces sujets qu'on a abordés, sont riches, sont intéressants. Merci pour ces retours de bonnes pratiques, merci pour ces retours d'expérience, parce que ça prouve, Michel et Jérôme nous l'ont souligné, mais ça prouve que le marché est là, il faut y aller, il n'y a pas à tergiverser, et puis c'est un marché porteur pour vous, opérateurs de services, allons-y, n'ayons pas peur, et puis il y a des intégrateurs qui l'ont déjà fait, merci à Euromédia, il y a des éditeurs tels que StormShield qui sont prêts à vous accompagner. Je crois qu'il faut maintenant, il n'y a plus qu'à. Voilà, merci à tous, merci à toi Paul, merci à vous intervenants, merci à vous chers adhérents.